Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, merci de votre présence et de votre contribution. Nos sincères remerciements à tous les participants à ce dîner d'échange. 2012, c'est l'annus horribilis pour le Mali. On est tous d'accord pour ça. Nous, REAO, nous n'avons pas pu respecter notre tradition en vous invitant à ce dialogue. Vous comprenez aisément le pourquoi. Nous devrons nous réjouir que la situation actuelle du pays nous permette de renouer avec cette tradition du REAO, contribuant au nécessaire dialogue État-secteur privé pour une certaine maîtrise de la crise. Rarement les causes des crises sont volontaires, mais toutes les sorties de crise sont la conséquence d'actions volontaires, concertées ou pas, mais volontaires, de la part des acteurs que nous sommes. Alors, nous vous invitons ce soir à nous interroger ensemble sur quelles mesures de soutien à l'économie nationale pour une sortie de crise. À cet effet, nous vous proposons de faire, dans un premier temps, un rappel des impacts de la situation politico-sécuritaire sur l'économie nationale. Vous avez tous suivi, mais ça ne fait pas de mal de faire un petit rappel. Ensuite, nous vous informerons des préoccupations que le secteur privé a exprimées à l'État à travers le CNPM. Enfin, le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui a conduit le dialogue au nom du gouvernement, nous rappellera les mesures déjà prises et celles envisagées pour une sortie de crise. En commençant sur l'impact de la crise sur l'économie nationale, qui mieux que les acteurs du secteur productif peut parler de cet impact sur leur activité et leurs entreprises? Avec le concours de l'agence DFA, nous vous proposons une présentation de 10 minutes. Dans la vidéo qui va suivre, M. Cyril Ascar, qui est le président de l'OPI, l'Organisation patronale pour l'industrie, et vice-président du CNPM, il a conduit les négociations au nom du secteur privé avec le gouvernement. Donc il nous rappelle les préoccupations et les suggestions exprimées par les opérateurs économiques malmenés par les affres de la crise. La présence des partenaires techniques et financiers du Mali aujourd'hui dans cette salle est pour nous l'occasion opportune de les édifier sur la profondeur de la crise pour l'économie réelle. En conséquence, nous attendons d'eux une prise en compte des préoccupations du secteur privé du Mali, comme ils savent si bien le faire pour le leur dans leur période de crise. Personne n'a souhaité cette crise, personne, sauf que tout le monde l'a subie aujourd'hui. Maintenant que nous avons, avec les différentes vidéos, discuté et vu, présenté ce qui est possible, il s'agira de discuter sur ce qu'il va falloir faire effectivement. Et compte tenu de ce qui est impératif à réaliser, bien sûr, tout ça doit se faire avec de la raison, de voir ce qui est possible de faire. C'est l'exercice auquel nous vous invitons ce soir. Et pour cela, j'ai demandé à mon ami Mossadegh Bali, un des anciens présidents du REAO Mali, qui vient vouloir conduire la discussion. Bon appétit et bon débat.
le gouvernement encourage bien sûr cette action, qui est une habitude, nous avons compris, du réseau, mais à laquelle le gouvernement de transition adhère totalement. Le Premier ministre a insisté pour que je dise cela en son nom. Donc les débats qui vont venir, j'espère, vont être très très fructueux. Et là, je prends ma casquette de ministre de l'économie et des finances pour dire que je considère que un débat comme celui que nous allons avoir ce soir est un grand cadeau pour mon département, puisque évidemment du débat vont jaillir les bonnes idées qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions pour relancer l'économie. La feuille de route du gouvernement de transition qui lui assigne les missions principales de reconquête du Nord et d'organisation d'élections prévoit aussi, et les autres missions sont tout aussi importantes, même si dans l'ordre de priorité, ce sont donc ces deux premières qui sont citées. Parmi les autres missions, il y a justement la relance de l'économie, puisque bon, si le Nord est conquis et puis que les élections sont organisées, si l'économie reste comme elle l'est, rien ne marchera. Il n'y a pas de démocratie qui marche si l'économie ne marche pas du tout. Donc nous sommes heureux, le Premier ministre qui n'est pas là, moi-même et puis les autres ministres qui sont ici, avec moi, d'être ici avec vous. Et nous allons effectivement participer au débat. Je peux dire déjà que, évidemment, pour les préparatifs, vous avez vu le conseil technique Adama Konaté, du ministre du Commerce et de l'Industrie. Ça veut donc dire que les idées qui sont celles du secteur privé, le gouvernement y adhère. Mais encore une fois, nous sommes heureux d'être là et de participer au débat. C'est ce que je voulais dire à l'introduction. Je vous remercie. De sa position d'élu, député, proche des populations, nous donner... Je me pose la question d'une relance économique, comme on l'entend. La principale attente, espérance, la lecture que j'en fais, c'est de l'investissement. C'est un grand paquet d'investissements. Comment ramener d'un seul coup un énorme volant d'investissement au Mali? Comment drainer ça? Je crois qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe a été complètement cassée, il y a eu un plan Marshall. Certains journalistes, certains bailleurs, certains observateurs parlent, dans le cas du Mali, d'organiser un plan Marshall. La feuille de route en est un. Première question. Ma connaissance, vu les montants dégagés, je pense que ça ne peut pas être un plan Marshall. C'est un trop petit plan pour pouvoir s'appeler un plan Marshall. Et ensuite, je pose la problématique du développement au Mali, en Afrique, là où on est. Le paradoxe qu'on a le financement, le coût de l'argent le plus cher, paradoxalement, là où on a le plus besoin d'argent. On a la plus grande difficulté à le mobiliser et au coût le plus cher, alors que paradoxalement, on devrait l'avoir en abondance, facilement et moins cher. Donc je sais après la réponse, le risque, mais volontairement j'interviens là pour dire quel peut être le rôle de l'État par la garantie qu'il peut apporter au secteur privé pour cette relance en garantissant tous ces investissements-là, et au-delà de lui, l'effet de levier que les bailleurs de fonds peuvent jouer pour créer cet énorme fonds d'investissement. Macky Sall, à peine élu il y a quelques mois, lançait un fonds d'investissement de 200 milliards de francs CFA pour le secteur privé sénégalais. Qu'en est-il pour nous? Voilà. Donc, je commence par ça. Merci. Et je dois dire aussi, sans langue de bois, que si nous sommes encore debout, il faut le reconnaître, c'est parce qu'il y a eu une gestion sérieuse des finances publiques. Il y a une gestion sérieuse des finances publiques. La gestion budgétaire en 2012 a été faite avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux. Le seul exemple que je donne, c'est qu'en juillet 2012, quand l'État du Mali a émis des bons du Trésor pour 13 milliards de francs CFA,
seulement 13 milliards de francs CFA. Aucune banque de la sous-région IMOA, aucun investisseur n'a souscrit à ces bons du Trésor. Aucun. En juillet 2012, pour 13 milliards, seules les banques maliennes ont souscrit à ces bons du Trésor pour 13 milliards, pour soutenir l'économie du Mali, pour soutenir le gouvernement dans le financement des besoins de fonctionnement de notre pays. En février 2013, l'État du Mali a émis des bons pour 21 milliards de francs CFA. 21 milliards de francs CFA en février 2013. Toutes les banques de la sous-région ouest africaine, des 8 pays membres de l'UMOA, ont souscrit à ces bons du Trésor. Pour un besoin de 21 milliards, les souscriptions ont atteint 38 milliards de francs CFA. Et l'État du Mali a collecté 25 milliards de francs CFA. Cet exemple-là doit montrer le chemin parcouru entre le mois de juillet 2012 et le mois de février 2013. Ça veut dire tout simplement qu'en juillet 2012, aucun investisseur, aucune banque, en dehors des banques maliennes, ne faisait confiance à la signature du ministre de l'économie, des finances et du Mali. Aucune banque de la sous-région. Et qu'en février 2013, toutes les banques de l'espace UEMOA font confiance à la signature de l'État du Mali. C'est ça qui est important. Et cet exemple illustre le chemin parcouru. Le chemin parcouru en termes de ce que je viens de dire, en termes de rigueur dans la gestion du budget et en termes de sérieux de la conduite des finances publiques. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Il ne faut pas attendre que les gens soient dans la tombe pour dire qu'ils ont bien fait. Ce qui est bien fait, il faut le dire. Donc je pense que cet exemple-là pour illustrer d'abord les deux éléments sur lesquels je vais articuler mon intervention en matière de relance économique. La relance économique aujourd'hui va se faire sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est à travers la gestion budgétaire. À travers la gestion budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, la gestion économique du Mali va reposer certainement sur sa gestion budgétaire et sur la gestion monétaire, sur la politique monétaire. La politique monétaire ayant un caractère supranational, c'est surtout à travers la gestion de la politique budgétaire qu'effectivement le gouvernement peut engager la relance de l'économie. Et pour engager la relance de l'économie à travers la politique budgétaire, il fallait d'abord retrouver la confiance des investisseurs. Et aujourd'hui, le gouvernement a retrouvé cette confiance. C'est extrêmement important. Sans cette confiance, rien n'était possible. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a la possibilité de lever des capitaux sur le marché. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, en ce moment, il faudra que le gouvernement puisse aussi faire un diagnostic de la situation économique du Mali et de dégager des secteurs prioritaires sur lesquels les appuis budgétaires seront nécessaires pour assurer la relance de l'économie. Il faut définir les secteurs prioritaires aujourd'hui sur lesquels le Mali pourra avoir des avantages comparatifs dans l'immédiat pour assurer la relance économique. Parce qu'il s'agit de relance économique pas sur 3 ans, pas sur 4 ans, mais c'est sur 2013, 2014. Tout ce qui va se faire aujourd'hui, c'est sur 2013 et 2014. Donc je pense que la conduite de la politique budgétaire doit avoir l'ambition, n'est-ce pas, de collecter des ressources, comme Cyril l'a dit, à travers des investissements par le haut et de soutenir, n'est-ce pas, l'économie du Mali. Je pense que c'est ça aujourd'hui la priorité que l'on peut demander au gouvernement en matière de conduite de la politique budgétaire pour relancer l'économie. La deuxième composante, c'est certainement le soutien aux entreprises. Et lorsque je parle de soutien aux entreprises, c'est vrai que l'ensemble des entreprises, aussi bien du Nord que du Sud, ont connu des difficultés, mais je pense très honnêtement qu'il faut faire aussi un discernement entre l'appui que les entreprises du Nord, les entreprises de Tombouctou, Kidal et Gao peuvent recevoir par rapport aux entreprises et d'autres entreprises. Parce qu'aujourd'hui, certainement, les régions du Nord vont être libérées, certainement, la paix va revenir, certainement, la réconciliation nationale va se faire, mais sans développement, il n'y a pas de paix durable. Sans développement, il n'y a pas de paix durable. Parce que la crise que nous connaissons au nord du pays a une dimension fortement économique, a une dimension de développement. Je pense que pour une fois, il faut que ce débat soit posé sans complaisance, que de dire aujourd'hui qu'effectivement, le Nord a connu des développements,
mais peut-être qu'il a pris des retards de développement par rapport à d'autres régions du Mali et qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage et la responsabilité de poser clairement ce problème-là. Quel appui spécifique, quel plan Marshall, comme le dira Chiril, pouvons-nous aujourd'hui concevoir pour relancer les économies des entreprises du nord du pays? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de relance économique pour les activités des entreprises au sud. Il y en a qui ont fermé, pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'existe pas aujourd'hui d'entreprise au nord. Il n'y a pas aujourd'hui d'activité économique au nord. Je pense qu'il faut que ce débat soit posé et que des réflexions très approfondies puissent être menées pour conduire des mesures qui seront de nature à assurer le redémarrage des activités du nord. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Toutes ces entreprises sont pratiquement aujourd'hui en faillite dans ces trois régions-là. À l'exception, heureusement, du secteur de l'agriculture. Parce que malgré la crise, on a pu produire dans ces trois régions-là. On a pu produire au nord. Il y a une production agricole au niveau de ces régions-là. Donc je pense très honnêtement que la relance va porter sur ces deux piliers. La gestion de la politique budgétaire, une ambition du gouvernement à présenter un vaste programme ambitieux aux partenaires techniques et financiers du Mali, mais aussi l'appui que le gouvernement peut être amené à apporter aux entreprises en difficulté, et notamment les entreprises du Nord. La crise, le mot relance économique, est-ce qu'on l'entend dans le sens d'un pays, d'une économie qui a été traumatisée par une crise et qu'il faut relancer les activités, ou alors c'est dans le sens de celui que Cyril a appelé le plan Marshall, qui va beaucoup plus loin que cette approche de relance pour rétablir quelque chose qui a été déstructuré. Tout le monde sait que le gouvernement a une feuille de route, nous avons des bailleurs de fonds qui sont là et que dans les 4-5 mois à venir, les priorités sont sur des urgences. C'est-à-dire qu'il faut faire des élections, il faut récupérer le Nord. Mais à côté de cela se pose la question du développement. Si nous voulons nous donner le point de départ du développement du Mali, il faudrait que nous profitions de ce choc que nous avons eu pour ne pas nous limiter à la gestion de la crise. Ce mot plan Marshall a tout son sens. La crise a permis de remettre à la surface pas mal de problèmes et à notre capacité à aller au-delà de ce traumatisme-là pour profiter, pour poser les vraies bases d'un développement. Et souvent, on l'oublie. Et ça pose le deuxième défi, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. Vous voyez, le secteur privé, nous avons nos feuilles de route, le gouvernement a sa feuille de route, les partenaires au développement ont leur feuille de route. L'autre grand défi, c'est cette intégration dans l'approche et aussi l'intégration des différents intervenants. C'est comment faire en sorte que tous ces moyens qui sont en train de se préparer, qui vont venir, qui chacun a sa feuille de route, puissent se mettre dans une dynamique de synergie et que ce soit en cohérence avec ce que nous avons choisi comme programme de développement. Et pour cela, tout cela nous ramène à un défi important, c'est-à-dire le mécanisme d'abord de concertation qu'il va falloir mettre en place pour que tout le monde comprenne les choses de la même manière, que nous ayons la même vision de ce qu'on entend par développement et relance, et qu'il y ait un mécanisme de veille pour faire en sorte que les différentes énergies soient mobilisées dans ce sens. Je pense que ce ne serait pas facile parce que, comme on l'a dit, le traumatisme est là. Relance en général, et à travers tout ce qu'on a entendu ici, on est tous préoccupés par d'abord corriger quelque chose qui nous a déstructurés. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais qu'on puisse en profiter aujourd'hui parce que tout le monde est là pour poser ces problèmes de fond.
dans le Nord, il n'y a plus de secteur économique. C'est vrai. Mais dans le Nord, il n'y a plus d'État non plus. Il faut une administration, il faut un État pour mettre en musique ce plan Marshall. Aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? C'est l'économique, c'est le renforcement de l'État, c'est la mobilisation de l'État, c'est le renforcement des capacités de l'État. C'est ça le problème aujourd'hui. Le débat, c'est beaucoup moins le secteur privé que l'État, que l'existence de l'État. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des institutions, nous avons de la chance d'avoir encore un gouvernement. Mais est-ce que, aujourd'hui, même si on nous proposait un plan Marshall, avons-nous les capacités étatiques, administratives, non seulement d'établir ce plan Marshall, mais de le faire exécuter? Donc, moi, je pense que la priorité, puisqu'on est avec nos amis bailleurs de fonds, c'est d'abord de pousser à la roue pour le rétablissement et le renforcement de l'État. Aujourd'hui, nous savons tous, on a tous été pris de court, et avons compris que la sécurité et la paix sont des éléments sans lesquels il n'y a pas de secteur privé, il n'y a pas de développement. Mais encore, c'est encore plus vrai aujourd'hui pour l'État. Parce qu'il revient à l'État de faire les sillons, de déterminer la marche à suivre pour le développement. Mais si cet État-là n'est pas renforcé, n'est pas mis aux normes, n'est pas conforté dans sa position, ça va être très très difficile. Aujourd'hui, on a beau dire, on criera l'harcèlement fiscal, on criera tout ce qu'on veut, mais si l'État n'a pas les moyens de fonctionner, il va faire comment? Il va faire comment? Et c'est pour cela que je pense que même nous, secteur privé, nous devons continuer à mettre dans nos priorités le renforcement de l'État. Le jour où on aura un État fort, on aura en face un secteur privé fort. Mais tant que l'État en face n'est pas fort, chers amis, faites très attention, on n'aura jamais un secteur privé fort. Je vous remercie. Diallo et M. Makangile, j'aurais pu ne pas parler, mais je me dois de dire quelques mots. D'abord, féliciter le REAO pour avoir maintenu cette tradition d'échange. Je pense que le débat contradictoire ou bien participatif n'est pas utile que pour les politiques. Je pense que même entre les acteurs du monde économique, c'est extrêmement important de pouvoir échanger, surtout lorsque les échanges se fondent sur un diagnostic qui a été clairement posé, des solutions qui ont été mises en avant et qu'on essaye de voir comment les mettre en pratique. Je me dois aussi de féliciter Monsieur le ministre de l'économie et des finances pour la prouesse qu'il a pu réussir. Tout le monde a rappelé les conditions dans lesquelles le pays se trouve. Et si malgré tout cela, l'État a pu faire face à ses fonctions régaliennes et assurer un certain nombre d'activités et de dépenses, c'est bien parce que la gestion a été très bonne. Mais n'oublions pas que cette performance a été obtenue parce que justement, parce que la fondation était là. Parce qu'un certain nombre de réformes structurelles que beaucoup ont critiquées de manière très forte ont été faites. Parce que c'est ça qui a permis aujourd'hui les finances publiques de se comporter relativement bien. Donc je dis ça pour dire que même dans ce contexte de crise, la nécessité de maintenir le cap au niveau des réformes est absolument d'une impérieuse nécessité. Première observation. Deuxième observation que je voulais faire, c'est que le Mali, même dans une situation normale, compte tenu de sa géographie, de sa démographie et d'autres contraintes structurelles, se doit de faire les choses vite. Le sens d'urgence pour tous les pays, c'est important, mais il est encore beaucoup plus important pour les pays sahéliens. Et quand j'ai écouté les mesures de réforme qui ont été rappelées tout à l'heure, je me suis rendu compte que peut-être 80% des réformes, je n'ai pas vu le document, ont été discutées ou parfois agréées il y a déjà très très longtemps. Les réformes, elles génèrent des gains si elles sont mises en exécution à temps. Si on les met en exécution avec du retard, on peut toujours avoir des résultats, mais certainement moins que lorsque on les a mis en œuvre à temps. Donc, je pense que ce sens d'urgence, la mise en œuvre des réformes qui ont été agréées dans le temps, c'est extrêmement important pour des pays qui sont structurellement
contraints par des éléments qui sont d'ordre exogène. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est la question du plan Marshall. Je crois que c'est quelque chose qu'on entend partout, dans tous nos pays, mais le plan Marshall, c'est quoi? Lorsque, dans un pays donné, on se rend compte que 30 à 35% du budget de l'État est essentiellement financé par les partenaires extérieurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un semblant de plan Marshall. Je pense que le financement, c'est d'abord, le financement du développement, c'est d'abord un effort endogène. Dès lors que l'essentiel des ressources viennent de l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un accompagnement extrêmement important de l'extérieur. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est la qualité, l'efficacité et, une fois de plus, le temps de mise en œuvre des programmes, des politiques publiques qui ont été élaborées et comment elles ont été exécutées. Et quel mécanisme de redevabilité existe pour que la population puisse se prononcer là-dessus. Je pense que si fondamentalement ces questions ne sont pas débattues, et il y a quelque part un gap, il ne suffit pas seulement de mobiliser des ressources, il faut les consommer à temps, il faut rendre compte aux populations pour démontrer qu'ils ont été utilisés à bon escient. Et je pense que ça fait partie peut-être des types d'échanges que le Mali et beaucoup de nos pays doivent faire. Maintenant, cela dit, en allant de l'avant, je pense que beaucoup de partenaires certainement ne vont pas se prononcer par rapport à cette question du financement du développement qui est importante parce qu'il y a d'autres grands événements qui se préparent. Il me semble certainement que beaucoup voudraient certainement laisser vont s'exprimer à l'occasion de ces événements-là qui se préparent en faveur du Mali. Mais quelques secteurs me paraissent extrêmement prioritaires, effectivement, en plus évidemment de la nécessité d'avoir un cadre macroéconomique solide et stable. Je crois que c'est la fondation essentielle pour que la croissance, en termes de création d'une prospérité qui doit être mieux partagée, soit là. Il faudrait que ces conditions soient réunies. Le deuxième, je crois qu'on a vraiment besoin d'investir de façon massive sur le développement des compétences, sur toute la chaîne de l'éducation, en particulier sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, même les entreprises maliennes qui veulent grandir et contribuer à l'essor social en recrutant des Maliens seront confrontées à cela parce que les compétences ne sont pas là, ou si elles existent, elles ne sont pas adaptées. Donc le renforcement sur l'investissement sur le capital humain me paraît essentiel. Le deuxième, le Mali a des potentialités extrêmement importantes, notamment dans le domaine de l'agriculture. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus, mais je crois que c'est des programmes structurants en faveur de ces secteurs-là, c'est extrêmement important. Le dernier point, je vais m'arrêter parce que je crois que beaucoup d'autres personnes voudraient parler, c'est toujours situer les pays aussi dans leur contexte régional. Je pense que le Mali ne se développera pas seul si on n'intègre pas ce qu'il veut faire dans le contexte de politique régionale, que ce soit au niveau de l'UEMOA, etc. Et à ce niveau, les pays doivent, malgré qu'ils ont mentionné dans leur constitution qu'ils sont prêts à, à sacrifier une partie de leur souveraineté, il faudrait qu'ils mettent ça en pratique en investissant ensemble et en réalisant ensemble rapidement des grands programmes dans le domaine de l'infrastructure globalement. Il y a beaucoup de programmes d'interconnectivité, par exemple, qui sont là, conçus, financés parfois, mais qui tardent à être mis en œuvre pour des raisons de politique purement endogène parfois. Donc je m'arrête ici et je remercie encore les organisateurs. Choisissons les priorités du priorité sur le court terme. Le court terme, pour moi, c'est le reste de l'année 2013, sinon les semaines à venir. Parmi ces points-là, il y a un point qui est en train de se dégrader sérieusement et brusquement. C'est la question de l'énergie. Comme vous le savez tous, depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, nous avons des coupures de courant presque 10 heures en moyenne par jour. C'est vraiment catastrophique et c'est urgent. Je ne pense pas qu'une entreprise peut tourner sans électricité. Donc, pour moi, si rien n'est fait dans les semaines à venir, les quelques entreprises qui tournent au ralenti vont s'arrêter et ce sera la catastrophe. Donc je pense que parmi nos priorités, il faut qu'on essaye de prioriser encore ces priorités-là et surtout sur le très court terme. Je vous remercie. Pas d'énergie, effectivement, pas de développement, l'État du Mali et le secteur privé. Je pense que l'énergie, c'est aussi le secteur privé. Tout ce qui peut être dit